Mon fils a dit: «Tu vas déménager dans une maison de retraite et je vends ta maison». Je n'ai pas résisté et j'ai signé les papiers. Pendant 2 semaines, lui et sa femme ont célébré leur bonne affaire. Quand les acheteurs sont arrivés avec l'argent, le notaire leur a montré ma surprise. Bonjour, chers auditeurs, c'est encore Clara. Je suis ravie que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Marguerite Hélène Dubois et j'ai vécu dans cette maison pendant 41 ans. Je veux que vous compreniez ce que cela signifie avant que je vous raconte ce qui s'est passé. 41 ans. J'ai peint la cuisine en jaune moi-même en 1983 parce qu'Henri disait que les cuisines jaunes rendaient les gens heureux et je le croyais. J'ai planté les rosiers le long de l'allée d'entrée l'été où notre fils Damien est né et chaque printemps ils revenaient sans qu'on le leur demande fiable comme le lever du soleil, ce qui est plus que ce que je peux dire de certaines personnes. Henri est mort en mars de l'année dernière, tranquillement, dans le fauteuil inclinable bleu qu'il avait depuis que Mitterrand était président, et je suis devenue veuve à 73 ans. La maison est alors devenue entièrement mienne, pas seulement en sentiment, mais sur le papier. Nous l'avions toujours possédée conjointement. Après le décès d'Henri, j'ai tout transféré en bonne et due forme par le biais de la succession. Mon nom, seulement mon nom. Pendant les premiers mois après la mort d'Henri Damien, a été attentionné comme le sont parfois les enfants quand le deuil effraie et la culpabilité facile. Il appelait le dimanche. Il est venu pour la Toussaint avec sa femme Renée. J'ai fait la compote d'RL maison. Renée a dit qu'elle était merveilleuse et j'ai remarqué qu'elle n'en a pas mangé une miette. Une petite chose. Je l'ai classée dans un coin de ma tête sans y penser. La nouvelle année a apporté des changements que je n'ai pas d'abord reconnus comme tels. Damien a commencé à poser des questions sur la maison qui ressemblaient plus à des évaluations qu'à une conversation. Tu penses qu'elle vaut combien maintenant, maman, avec le marché actuel? Il le disait comme quelqu'un qui répète une phrase. Tu sais, un endroit de cette taille, c'est beaucoup pour une seule personne. Cheney. René hochait la tête à tout ce qu'il disait avec l'enthousiasme prudent d'une femme qui s'était entraînée à le faire. J'ai répondu honnêtement comme je l'ai toujours fait. Je lui ai dit que je me débrouillais très bien. Je lui ai dit que la pension de réversion d'Henri et ma retraite suffisaient. Je lui ai dit que la maison n'était pas un fardeau, mais un foyer. Il n'a pas semblé m'entendre. En février, René a commencé à accompagner Damien lors de ses visites plus régulièrement. J'aurais dû m'en réjouir. J'ai essayé, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer dans mes pièces, mesurant lentement, qui me donnait l'impression d'être un meuble qu'on expertise. Elle s'arrêtait à la fenêtre du salon, regardait le jardin et disait: «C'est vraiment un beau terrain», d'un ton qui n'avait rien à voir avec la beauté. Elle m'a demandé une fois presque nonchalamment si j'avais déjà pensé à prendre plus petit. J'ai répondu que non. Elle a souri le sourire de quelqu'un qui n'a pas encore terminé. Mars est arrivé, les rosiers ont commencé à bourgeonner et mon fils s'est assis à la table de ma cuisine. La table où il avait fait ses devoirs pendant 12 ans, où j'avais signé ses autorisations de sortie et ses cartes d'anniversaire, et m'a annoncé que je déménageais à la résidence senior Lachesnais et qu'il vendait la maison. Il n'a pas demandé, il m'a dit: «Maman, nous avons parlé à des gens. L'établissement est très bien.
Tu auras ta propre chambre, des activités, un soutien médical à proximité. Et honnêtement, il a fait une pause ici, et je l'ai regardé choisir ses prochains mots comme un homme choisit un outil. Une maison de cette taille, c'est tout simplement trop pour une personne seule à ton âge. Ce n'est pas pratique. Renée était assise à côté de lui, les mains croisées déjà dans le rôle de la personne raisonnable. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, Marguerite, a-t-elle dit, et peut-être le croyait-elle. C'est le genre de mensonge le plus effrayant, celui que le menteur s'est raconté si souvent qu'il ne ressemble plus à un mensonge. J'ai regardé mon fils, j'ai regardé ma cuisine jaune comme elle l'avait toujours été. J'ai pensé à Henri dans son fauteuil bleu. J'ai pensé à 41 ans et aux rosiers qui revenaient sans qu'on le leur demande. Et je n'ai rien dit, pas encore. Mais à l'intérieur, quelque chose de très ancien et de très silencieux a basculé. J'avais élevé ce garçon. Je connaissais ses mains, sa voix, la façon dont il regardait une chose qu'il désirait. Et ce que j'ai vu sur son visage cet après-midi-là n'était pas de l'inquiétude. C'était du calcul. Je n'étais pas en colère. Je n'avais pas peur. J'étais pour la première fois depuis longtemps totalement froidement éveillée. Après le départ de Damien et René cet après-midi-là, je suis restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment sans bouger. Le café a refroidi. La lumière a changé. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé 2 fois, puis s'est tu. Je ne suis pas une femme qui pleure facilement. Henri disait que j'avais le métabolisme émotionnel d'un glacier, ce qu'il voulait dire comme un compliment. Et je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Je me suis simplement assise et j'ai laissé tout le poids de ce qui venait de se passer s'installer en moi comme le froid s'installe dans une vieille maison par chaque fissure et chaque jointure. J'ai analysé la situation méthodiquement comme Henri l'avait toujours fait. Quel est le problème? Quels sont les faits? Que peut-on faire? Le problème n'était pas difficile à nommer. Mon fils croyait ou avait décidé de croire que j'étais une ressource à gérer plutôt qu'une personne à considérer. La maison, notre maison, celle d'Henri et la mienne, la cuisine jaune et les rosiers et 41 ans de samedi matin étaient devenus dans l'esprit de Damien un actif qui serait beaucoup plus liquide sans que j'y vive. La résidence senior La Chênaie n'était pas une gentillesse, c'était une transaction. Les faits étaient les suivants. J'avais 74 ans. J'étais veuve, je n'avais plus de frères et sœurs en vie. Mon amie la plus proche, Barbara, avait déménagé en Arizona après son opération de la hanche. J'avais des voisins que j'appréciais, mais à qui je ne me confiais pas. Damien était mon fils unique, et il venait de me dire dans le langage prudent des gens qui se croient raisonnables que ma vie telle que je l'avais connue était terminée. Mais il y avait l'autre, fait celui que Damien avait apparemment oublié ou choisi de ne pas considérer. La maison était à moi entièrement, légalement, indiscutablement à moi. Mon nom sur l'acte de propriété, ma signature requise pour toute vente. Je n'étais pas confuse, je n'étais pas incompétente, et je n'avais rien accepté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans le noir à écouter la maison autour de moi. Les craquements et bourdonnements spécifiques d'une structure qui a appris à respirer avec son occupant. Et j'ai réfléchi à mes options. Je pouvais refuser catégoriquement, dire non clairement et tenir bon. Tenir. Mais j'avais déjà vu la façon dont Damien m'avait parlé cet après-midi-là, patient et directif,
Et j'ai compris qu'un refus net ne ferait que déclencher une campagne plus longue. Il l'intensifierait. Il impliquerait peut-être des avocats ou des médecins. La suggestion d'incompétence est une arme puissante contre les personnes âgées, et je n'étais pas assez naïve pour penser que mon propre fils était au-dessus de ça. Je pouvais appeler un avocat immédiatement. C'était tentant. Mais si Damien apprenait que j'avais pris conseil, il deviendrait plus prudent, plus stratégique. J'avais besoin qu'il croie qu'il avait déjà gagné. J'avais besoin qu'il ne soit pas prudent. Et donc, allongé dans le noir, dans la maison où j'avais vécu pendant 41 ans, j'ai pris ma première décision. J'allais faire semblant de coopérer. Je n'allais pas me battre, visiblement. J'allais donner à Damien exactement ce qu'il voulait voir, une vieille femme fatiguée et docile, qui en était venue à accepter la sagesse des arrangements de son fils. Je signerais ce qu'on me donnerait à signer. Je visiterais la Chênaie et dirais que ça semblait bien. Je les laisserais célébrer, et pendant qu'ils célébreraient, j'agirais. Le lendemain matin, je me suis rendue à la bibliothèque municipale de la rue du Commerce, qui a toujours été mon genre d'endroit préféré, ordonné, calme et plein d'informations qui appartiennent à tout le monde de la même manière. J'ai demandé à la jeune femme du bureau d'information tout ce qu'elle avait sur le droit de la propriété en France, les transferts immobiliers et les procurations. Elle m'a donné une petite pile de documents sans demander pourquoi. Ce qui est une autre chose que j'ai toujours appréciée chez les bibliothécaires. J'ai passé 4 heures à lire. J'ai pris des notes dans le petit carnet à spirale que je porte dans mon sac à main. Quand je suis partie, je comprenais plusieurs choses que je ne comprenais pas avant. Et l'une d'elles était la suivante. Il existe un instrument juridique appelé le droit d'usage et d'habitation viager qui permet au propriétaire d'un bien de transférer l'acte de propriété tout en conservant le droit permanent d'y vivre jusqu'à sa mort. Et il existe un autre instrument moins connu appelé la nue propriété. Et il existe des protections dans la loi française pour les propriétaires âgés que Damien, je le soupçonnais, ne connaissait pas. Je savais aussi que j'avais besoin d'aide. Pas seulement d'informations, mais d'une personne, une avocate spécialisée en droit immobilier qui n'était liée à Damien d'aucune manière. Je l'ai trouvée dans l'annuaire. Oui, j'utilise encore l'annuaire. Son nom était Patricia Legrand et sa petite annonce disait droit immobilier, planification successorale, droit des aînés, au service des familles de Tours depuis 22 ans. J'ai appelé depuis le parking de la bibliothèque. Sa réceptionniste m'a donné un rendez-vous pour le jeudi suivant. Je suis rentrée chez moi. J'ai préparé le dîner. Quand Damien a appelé ce soir-là pour me demander comment je m'habituais à l'idée, je lui ai dit que j'y réfléchissais et que la Chênaie semblait être un endroit agréable. Il a semblé soulagé. Il avait déjà l'air d'un homme qui croyait que le plus dur était derrière lui. J'ai dit bonne nuit. J'ai raccroché et je me suis assise dans le fauteuil bleu d'Henri que je n'avais jamais déplacé. Et j'ai pensé, Damien, mon cher garçon, tu as fait une très grave erreur. Tu as pris mon silence pour une reddition. Le bureau de Patricia Legrand sentait le café et le papier, ce qui m'a immédiatement mise à l'aise. Elle avait la cinquantaine, était compacte et précise, avec des lunettes de lecture qu'elle portait sur une chaîne autour du cou et les manières d'une femme qui a passé 20 ans à écouter des familles en crise sans perdre ni sa patience ni sa clarté. Elle m'a serré la main fermement. Elle ne m'a pas parlé comme certains jeunes le font avec les personnes âgées lentement, avec un soin exagéré, comme si l'âge était une forme légère de surdité. Elle m'a parlé comme on parle à quelqu'un
dont le temps est précieux et l'esprit intact. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la mort d'Henri, du transfert de l'acte de propriété, de la visite de Damien, du regard expert de René, de la conversation à la table de la cuisine. Je lui ai dit ce que j'avais lu à la bibliothèque. Je lui ai dit ce que je soupçonnais, ce que je craignais, et plus important encore, ce que j'avais l'intention de faire. Patricia a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit: Madame Dubois, vous êtes arrivée ici mieux préparée que la plupart des gens que je vois et qui ont de vrais diplômes de droit. Laissez-moi vous expliquer vos options. Ce qu'elle m'a dit était ceci. Comme la maison était entièrement à mon nom, Damien n'avait aucune autorité légale pour la vendre, forcer une vente ou transférer la propriété sans mon consentement. Ses discours sur les arrangements et les considérations pratiques n'avaient aucun poids juridique. Je pouvais simplement refuser et il ne pouvait rien faire. Cependant, et c'était la partie à laquelle j'avais pensé refuser, n'était pas ma seule option, et ce n'était peut-être pas la meilleure. Patricia a confirmé ce que j'avais lu sur le droit d'usage et d'habitation. Elle m'a également parlé de quelque chose appelé une fiducie, qui protégerait la propriété de toute tentative future de la réclamer comme un actif si jamais j'avais besoin de soins de longue durée. Et elle m'a parlé d'autre chose, une mesure que je pouvais prendre qui mettrait fin au projet de Damien de manière si complète et permanente qu'il ne lui resterait plus rien à tenter. Elle m'a dit que je pouvais transférer l'acte de propriété dans une fiducie avec un bénéficiaire désigné spécifique, quelqu'un d'autre que Damien. Nous avons parlé pendant 90 minutes. Quand j'ai quitté son bureau, j'avais un plan plus complet que celui avec lequel j'étais entrée et j'avais un deuxième rendez-vous prévu pour la semaine suivante pour commencer les démarches administratives. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait du thé. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pensé à ce que je venais de mettre en branle. 3 jours plus tard, j'ai eu la première preuve directe que Damien n'était pas seulement autoritaire, mais qu'il me trompait activement et délibérément. J'avais demandé à Patricia par précaution de faire une recherche au service de la publicité foncière sur ma propriété. Une procédure de routine, a-t-elle dit, qui confirmerait qu'il n'y avait pas de charge ou de réclamation dont je n'étais pas au courant. Ce que la recherche a révélé, c'est ceci. Quelqu'un avait déjà contacté 2 agences immobilières à Tours pour demander une analyse comparative du marché de ma propriété. Les demandes avaient été faites au nom de Damien Dubois, se présentant comme le représentant de la succession pour la propriété. Il n'existait aucune désignation de ce type. Je n'avais accordé aucune procuration à Damien. Il n'était en aucun sens juridique mon représentant successoral. Il avait simplement dit à 2 agences immobilières qu'il l'était, elles l'avaient cru et lui avait envoyé des documents évaluant ma maison à 380 000 €. Je suis restée un moment avec ce chiffre. 380 000 €. La cuisine jaune, les rosiers. 41 ans. Patricia a qualifié cela de conduite prématurée et trompeuse. J'ai appelé ça par son nom. Mon fils avait déjà commencé à commercialiser ma maison sans que je le sache, en déformant son autorité pour le faire. Ce n'était pas encore criminel. C'était des demandes de renseignements, pas des transactions. Mais c'était une fenêtre claire sur ses intentions et sa volonté de mentir pour les atteindre. J'ai pensé à appeler Damien. J'ai imaginé sa voix, la façon dont elle passerait à ce registre prudent et patient. Maman, je faisais juste des recherches, je prenais juste des informations. Et peut-être qu'une femme moins éveillée que moi aurait accepté cela.
aurait dit: «Oui, d'accord, je comprends», et lui aurait tendu la clé de la porte avec sa dignité. Mais j'avais vu le chiffre 380 000 euros et je comprenais maintenant que quels que soient les sentiments de mon fils pour moi, et je ne doute pas qu'une partie était de l'affection sincère, ils étaient actuellement subordonnés à ce chiffre. Le mardi suivant, j'ai signé la première série de documents dans le bureau de Patricia. Je ne l'ai pas dit à Damien. Je ne l'ai dit à personne. Ce soir-là, Damien a appelé pour me demander si j'avais réfléchi davantage à l'Achenet. Je lui ai dit que oui. Je lui ai dit que je me faisais à l'idée. Je lui ai dit que la chambre qu'on m'avait montrée dans la brochure avait l'air confortable. Il était chaleureux, soulagé, content de lui. Il a dit qu'il était heureux que je sois si raisonnable à ce sujet. Raisonnable, a-t-il dit. Je l'ai remercié pour son inquiétude, comme je l'avais toujours fait. J'ai raccroché, je me suis couché et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait en 2 mois. Le plan tel que Patricia et moi l'avions affiné fonctionnait ainsi. Je continuerai à paraître coopérative. J'accepterai la vente. Je signerai les documents que Damien m'apporterait. Ou plutôt, je ferai semblant de les signer, de les accepter, de créer l'impression d'une totale conformité. En même temps, Patricia préparait les instruments juridiques réels, un transfert de la propriété dans une fiducie révocable avec moi, comme unique fiduciaire de mon vivant, et le bénéficiaire désigné étant la Fondation communautaire de Touraine, une organisation caritative que je soutenais depuis des années. Damien n'était pas nommé dans la fiducie. René n'était pas nommé. Personne de ma famille immédiate n'était nommé. La fiducie incluait une clause qui était la touche de précision particulière de Patricia. Elle spécifiait que toute vente de la propriété nécessitait non seulement ma signature en tant que fiduciaire, mais aussi une lettre de confirmation secondaire du cabinet de Patricia, soumise à l'étude notariale, au moins 72 heures avant la signature finale. Sans cette lettre, aucune étude notariale sérieuse en France ne traiterait le transfert. Nous avons déposé les documents de la fiducie un mercredi. L'acte de propriété a été transféré dans la fiducie le même après-midi. À partir du mercredi 8 mars, Damien ne pouvait plus légalement vendre ma maison, même avec ma signature, car ma signature sur ces documents ne signifierait rien. La maison n'appartenait plus à Marguerite Dubois, l'individu. Elle appartenait à la fiducie familiale Dubois, et les termes de cette fiducie étaient inconnus de tous, sauf de moi et de Patricia. Damien avait fixé un rendez-vous pour la signature le vendredi suivant dans les bureaux d'un avocat nommé Maître Durand, que je n'avais jamais rencontré et que Damien avait apparemment engagé. J'avais l'intention d'assister à ce rendez-vous. J'avais l'intention d'être coopérative et agréable jusqu'au moment où la porte s'ouvrirait sur ce que j'avais fait, mais je ne suis pas arrivée à vendredi sans être dérangée. Le mercredi soir, le même jour où la fiducie a été déposée, Damien s'est présenté à ma porte sans appeler d'abord. Il n'avait pas fait ça depuis des années. Il était seul. Il est entré et s'est tenu dans mon salon avec son manteau encore sur le dos, et il n'utilisait pas la voix patiente. Il utilisait une voix différente, une que je n'avais entendue qu'une poignée de fois dans sa vie quand il était adolescent, et pensait qu'on lui avait refusé quelque chose qu'il méritait. Maman, a-t-il dit, j'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. Je lui ai offert un café, il a refusé. Quelqu'un a dit à René que tu es allé dans un cabinet d'avocats sur la rue Nationale, une avocate spécialisée en immobilier. Il m'a regardé avec quelque chose qui essayait d'être de l'inquiétude et qui n'y parvenait pas tout à fait. Pourquoi parles-tu à une avocate, maman?
Si tu as des questions, tu viens me voir. Je reviens se te te voir. De toutes les choses qu'il m'a dites pendant ces semaines, je pense que c'est la phrase dont je me souviendrai le plus longtemps. Tu viens me voir, comme si j'étais une enfant, comme si mes questions sur la disposition de ma propre maison étaient quelque chose à gérer par la personne même qui tentait de me la prendre. Je lui ai dit que je voulais simplement un conseil indépendant, que j'étais plus âgée et parfois confuse par le langage juridique, et que je voulais m'assurer de bien comprendre ce que je signais. Il ne m'a pas entièrement cru. Je pouvais le voir, mais il ne pouvait pas se permettre de ne pas me croire non plus, car l'alternative que j'ai plusieurs longueurs d'avance sur lui n'était apparemment pas quelque chose à quoi il s'était préparé. Puis la voix de Renée est venue de l'embrasure de la porte. Elle avait attendu dans la voiture. Elle est entrée maintenant, et toute prétention de désinvolture qui avait été en place s'est dissoute. Elle m'a dit avec la franchise qui vient quand les gens sentent leur argent menacé, que si je pensais à faire quelque chose de compliqué avec la propriété, je devais comprendre que cela pourrait créer des problèmes pour tout le monde. Elle a utilisé le mot famille plusieurs fois, d'une manière qui signifiait nos intérêts. Elle a suggéré qu'une femme âgée vivant seule et prenant des décisions juridiques sans consulter son fils pourrait soulever des inquiétudes quant à son jugement, quant à sa capacité. Voilà le mot que j'attendais. Capacité. J'ai regardé René. J'ai regardé mon fils qui ne l'a pas contredite et j'ai dit très clairement: j'aimerais que vous quittiez tous les deux ma maison maintenant. Il y a eu un silence qui, je pense, nous a surpris tous les trois. Puis Damien a essayé une fois de plus calme, les mains en l'air. Le visage raisonnable de retour, me disant que personne n'essayait de me contrarier, qu'il voulait juste s'assurer que j'étais protégée. Je lui ai dit que j'étais parfaitement protégée, merci, et que je le verrais au rendez-vous de vendredi. Ils sont partis. J'ai verrouillé la porte et je suis restée un moment dans mon couloir à écouter la voiture s'éloigner. Puis j'ai appelé Patricia et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a dit: bien, ça veut dire qu'ils sont inquiets. Les gens inquiets font des erreurs. Elle avait raison, mais j'étais aussi secouée. Je ne le nierai pas. J'avais 74 ans et je venais d'être menacée doucement, prudemment, avec une dénégation plausible et le mot capacité par mon propre enfant. J'ai fait une camomille. Je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. Je me suis donné 3 jours pour me reposer et ressentir tout ce qui devait être ressenti, ce qui s'est avéré être principalement du chagrin. Pas pour la maison, pas pour l'argent, mais pour la personne que je pensais être mon fils, qui semblait-il n'avait jamais vraiment existé. Le jeudi matin, j'ai appelé Barbara. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, ce qui est la façon dont Barbara a toujours répondu au téléphone. Pas de laisser aller sur la messagerie vocale. Pas de texto plus tard. Barbara est mon amie la plus proche depuis 37 ans, depuis que nous étions toutes les deux de jeunes mères dans la même rue et que nos fils jouaient dans le même jardin, ce qui ne me fait aucun plaisir de penser maintenant. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tout depuis le début, comme je l'avais raconté à Patricia, sauf qu'avec Barbara, je n'avais pas à choisir mes mots avec soin, et je n'avais pas à paraître composée. Je me suis assise à la table de ma cuisine, et je lui ai dit que mon fils avait essayé de me prendre ma maison et avait menacé de faire remettre en question ma capacité. Et Barbara a écouté comme elle l'a toujours fait, c'est-à-dire complètement sans offrir de solution jusqu'à ce qu'elle soit certaine d'avoir compris le problème. Quand j'ai eu fini, il y a eu une pause. Marguerite, a-t-elle dit, as-tu mangé aujourd'hui? J'ai ri. C'était la première fois que je riais depuis des semaines.
Oui, ai-je dit. Bien. Maintenant, écoute-moi. Tu as déjà tout fait correctement. Tu es allé voir une avocate. Tu as protégé la propriété et tu as gardé ton sang-froid. Tu n'es pas confuse. Tu n'es pas impuissante. Et ce que Damien a fait, ce qu'il a dit sur ta capacité, c'est une menace. Et les menaces n'ont de pouvoir que si tu les laisses te faire peur au point de ne rien faire. Liptjavainbrej. C'est l'un des cadeaux d'une longue amitié, quelqu'un qui vous connaît assez bien pour dire la chose que vous savez déjà, mais que vous avez besoin d'entendre de l'extérieur de votre propre tête. Barbara m'a aussi dit quelque chose de pratique. Elle avait une amie à Tours, une femme nommée Hélène, qui était bénévole dans une association appelée Droits des aînés, un groupe de défense juridique à but non lucratif qui aidait les personnes âgées confrontées à exactement ce genre de litige de propriété familiale. Pas un cabinet d'avocats, mais une ressource, des gens qui connaissaient le terrain. J'ai appelé Droit des aînés le même après-midi. Un coordinateur nommé Jacques m'a parlé pendant près d'une heure. Il a confirmé ce que Patricia m'avait déjà dit sur ma situation juridique et il a ajouté quelque chose d'important. Si Damien ou René contestaient formellement ma capacité mentale, la norme de preuve requise était substantielle et une femme qui avait engagé de manière indépendante un conseil juridique compris des documents de fiducie complexes et géré ses propres finances n'était pas une femme qu'un tribunal trouverait facilement incompétente. La contestation était une menace, a-t-il dit, presque certainement une menace en l'air. Mais il m'a donné le nom d'un gériatre psychiatre qui proposait de brèves évaluations de compétences pour exactement ce genre de situation. Une documentation préventive qui rendrait toute contestation de la part de Damien presque impossible à poursuivre. J'ai pris rendez-vous. Entre-temps, j'ai remarqué quelque chose changer dans la maison. L'anxiété qui était assise dans ma poitrine comme une pierre depuis 2 semaines, depuis que Damien s'était assis pour la première fois à ma table de cuisine, avec sa voix directive et son avenir arrangé, n'avait pas disparu, mais sa qualité avait changé. Elle était devenue quelque chose de plus utile, pas de la peur de la préparation. J'avais Patricia, j'avais Barbara. J'avais Droit des aînés et Jacques. J'avais une documentation en cours. J'avais une fiducie dont Damien ne savait rien. J'avais un rendez-vous le vendredi qu'il croyait être une formalité et qui ne l'était pas. Une semaine avant ce rendez-vous, j'ai retrouvé Patricia pour un café dans un établissement du boulevard Béranger et nous avons tout passé en revue une dernière fois. Elle avait confirmé le dépôt de la fiducie, confirmé la clause de la lettre secondaire avec l'étude notariale et confirmé que l'avocat que Damien avait engagé, ce maître Durand, n'était pas au courant de la fiducie parce qu'il n'avait pas fait de recherche indépendante au service de la publicité foncière. Il avait cru Damien sur parole quant à l'état de la propriété. Une autre erreur, a dit Patricia d'un ton qui suggérait que maître Durand n'allait pas apprécier son vendredi. Comment vous sentez-vous a demandé Patricia en remuant son café. Calme, ai-je dit, et c'était vrai. Le calme froid et spécifique d'une femme qui a fait tout ce qu'elle pouvait faire et qui attend maintenant simplement que les événements se déroulent comme elle les a arrangés. Patricia a souri. Bien, a-t-elle dit. C'est exactement le bon sentiment. Lievitio. Je suis rentrée chez moi à travers l'après-midi tourangeau, à travers des rues que j'avais conduites pendant 40 ans, passant devant la bibliothèque, où tout cela avait commencé, devant l'épicerie où je faisais encore mes courses le mardi,
devant l'église où avaient eu lieu les funérailles d'Henri, et où j'allais encore certains dimanches par une habitude qui était devenue plus qu'une habitude. Ma ville, ma vie, ma maison, m'attendant au bout de ma rue avec sa cuisine jaune et ses rosiers en bouton. Personne ne me la prendrait. Pas maintenant, pas comme ça. Ils sont venus le dimanche. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu la voiture dans l'allée. Le son particulier de l'Audi de Damien qui s'annonce toujours un instant avant son conducteur. Je ne me suis pas levée immédiatement. J'ai mis mon marque-page et j'ai attendu qu'on frappe, puis je suis allée à la porte et j'ai ouvert. Ils étaient tous les deux bien habillés, pas formellement, mais avec soin, comme le font les gens qui veulent paraître accessibles, mais aussi vous faire comprendre qu'ils ont des ressources. Damien avait apporté des fleurs de supermarché, encore dans leur emballage plastique, mais des fleurs. Renée tenait un plat couvert de papier d'aluminium, qu'elle disait être un gratin qu'elle avait fait. Elle l'a dit avec le sourire de quelqu'un qui simule la chaleur plutôt que de la ressentir. Je les ai laissés entrer. J'ai mis les fleurs dans l'eau. J'ai remercié Renée pour le gratin et je l'ai mise au réfrigérateur. J'ai fait du café. Nous nous sommes assis dans le salon, la même pièce où 3 semaines plus tôt, Damien s'était tenu avec son manteau et sa voix anxieuse et le mot capacité suspendu dans l'air entre nous. Il s'est assis maintenant dans le fauteuil le plus proche de la fenêtre. Renée s'est assise à côté de lui sur le petit canapé. Je me suis assise en face d'eux dans le fauteuil d'Henri, ce dont je ne m'excuse pas. Damien a commencé par la météo, puis par le travail qui avait été chargé, puis après environ 4 minutes de cela, par ce qu'il était apparemment venu dire. Il m'a dit qu'il avait réfléchi à nos récentes conversations et qu'il se sentait mal de la façon dont les choses s'étaient passées. Il a dit que lui et René n'avaient jamais eu l'intention de me faire sentir sous pression ou ignorée. Il a dit, et c'est la phrase que j'ai notée le plus attentivement, qu'il voulait seulement s'assurer que je prenais des décisions avec toutes les informations en main. Toutes les informations en main. Il l'a dit avec un regard d'une préoccupation si transparente que j'ai presque eu pitié de lui. Puis Renée a pris son tour. Elle a dit qu'elle avait fait des recherches sur la Chênaie et voulait partager des documents avec moi. Elle a sorti un dossier brillant de son sac et a dit qu'il y avait aussi des avantages fiscaux à simplifier sa succession en prévision de certaines éventualités. Elle a dit le mot éventualité d'une manière qui signifiait ta mort, bien qu'elle ne l'ait pas dit. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à un conseiller financier. Leur conseiller financier qui avait dit que détenir une propriété de cette valeur en nom propre à mon âge était en fait un risque important et que l'approche la plus propre était un transfert direct. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit: «À quel transfert penses-tu, René?» Elle a regardé Damien. Damien m'a regardé et je l'ai vu juste un instant avant qu'il ne se reprenne. La chose qu'il ressentait vraiment qui était de l'impatience. Il était fatigué de la comédie. Il voulait conclure cette transaction et passer à autre chose. C'était un homme qui regardait de l'argent qu'il avait déjà dépensé dans sa tête. Et le seul obstacle qui restait entre lui et cet argent était sa mère assise dans le fauteuil de son mari décédé, posant des questions. Il a mis la main dans sa veste et a produit un document. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un transfert de titre simplifié, une donation qui transférerait la propriété à lui et à René à des fins fiscales, avec un accord verbal. Il a dit accord verbal, sans sourciller qu'il s'occuperait de tous les frais et de la gestion pendant que je continuerais à y vivre. Un accord verbal. J'ai regardé le document. J'ai regardé mon fils.
J'ai pensé à Barbara au téléphone depuis l'Arizona. J'ai pensé à Patricia et son café. J'ai pensé à Jacques de droit des aînés et à la jeune bibliothécaire de la rue du Commerce qui m'avait tendu une pile de documents sans demander pourquoi. Damien, ai-je dit, j'apprécie que tu sois venu. Je comprends ce que tu essaies de faire et ma réponse est non. La température dans la pièce a changé. Le sourire de René a disparu en premier, puis la patience de Damien. Il a dit avec une précision qui m'a indiqué que c'était préparé. Maman, si tu continues à prendre des décisions comme ça toute seule, sans l'avis de la famille, nous devrons envisager si tu as besoin d'un soutien supplémentaire pour gérer tes affaires. Le revoilà pas une question cette fois, une affirmation. Je l'ai regardé pendant un long moment. Mon fils, mon unique enfant, le garçon que j'avais bercé et nourri et conduit à l'école, et pour qui je m'étais inquiétée et que j'avais aimé sans réserve pendant 50 ans. J'ai déjà consulté une avocate, ai-je dit. J'ai déjà pris mes dispositions et j'ai déjà été évaluée par un gériatre psychiatre qui a documenté ma pleine compétence cognitive. Toute contestation de ma capacité se heurtera à cette documentation. Damien m'a regardé fixement. Damien m'a regardé. Je pense que vous devriez partir maintenant, ai-je dit. Ils sont partis. Pas la sortie digne de gens qui ont fait valoir leur point de vue. La sortie tendue, la mâchoire serrée furieuse de gens qui ont réalisé qu'ils sont en train de perdre. Je suis restée à la fenêtre et j'ai regardé leur voiture faire marche arrière dans l'allée. Mes mains étaient instables. Ma respiration était régulière. Je sentais sous les résidus de la scène un fil clair et net de quelque chose que je ne peux qu'appeler de la détermination. Ils m'avaient montré le masque. Pas le masque du fils prudent et raisonnable. Pas le masque de la belle-fille concernée. Le vrai celui qui sort quand l'argent est proche et que la patience est à bout. J'avais peur. Je ne vous mentirai pas. Mais la peur a nourri directement ma résolution, et le soir elle était devenue quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Je suis arrivée 10 minutes en avance. Je portais le tailleur bleu que j'avais porté au dîner de départ à la retraite d'Henri il y a 20 ans qui m'allait encore, parce que j'avais toujours fait attention à ce genre de choses. Je portais mon sac à main et ma copie de chaque document pertinent dans un dossier en carton que Patricia avait organisé. J'avais bien dormi. J'avais pris mon petit déjeuner. J'avais 74 ans et je ne m'étais jamais sentie aussi préparée à quoi que ce soit de ma vie. Patricia était déjà dans le hall d'entrée quand je suis arrivée. Elle s'est levée, m'a serré la main et a dit doucement: « Tout est en ordre. Allons-y. » Elle avait un deuxième dossier sous le bras plus épais que le mien. Et j'ai remarqué qu'elle avait marqué chaque section avec des onglets colorés. Le genre de préparation qui communique sans mots que la personne en face de vous a déjà fait cela et n'a pas peur du résultat. Damien et René sont arrivés à 10h03. Damien portait son beau costume. René était bien coiffé. Ils ressemblaient à des gens arrivant à une célébration, ce qu'ils étaient en un sens. Ils célébraient, m'a dit Patricia plus tard, depuis près de 2 semaines. René avait apparemment déjà donné son préavis à sa salle de sport, en disant qu'elle allait déménager. J'ai aussi appris plus tard qu'elle avait dit à 2 de ses amis qu'elle allait régler une situation immobilière qui était enfin en train de se résoudre. Résoudre. C'était le mot qu'elle avait utilisé. Comme si j'étais un problème, comme si ma maison était une équation. Déménager dans ma maison. Les acheteurs sont arrivés à 10h10.
Un jeune couple, les Martin d'apparence agréable et clairement nerveux, comme le sont les gens, sur le point de dépenser une part importante des économies de leur vie. Ils sont venus avec leur propre avocat et un chèque de banque pour le montant que Damien avait négocié 348 000 euros. Nous sommes tous entrés dans la salle de réunion. Maître Durand, l'avocat de Damien, était assis en bout de table avec ses documents et son air professionnel. Il avait l'air d'un homme qui s'attendait à en avoir fini avec ça avant midi. Il avait une tasse de café devant lui et il n'en avait offert à personne d'autre, ce qui m'en a dit long sur la façon dont il gérait son cabinet. Il a commencé le processus de présentation du compromis de vente pour signature. Il s'est adressé à moi directement en tant que vendeuse, ce qui était correct. Il m'a demandé de confirmer mon identité et ma propriété du bien situé au 4417 avenue de Gramont à Tours. J'ai confirmé mon identité. Puis j'ai dit, avant de continuer, j'aimerais vous présenter mon avocate, maître Patricia Legrand, qui a des informations pertinentes concernant le titre de propriété. Maître Durand s'est arrêté. Il a regardé Patricia. Il a regardé Damien. Le visage de Damien a fait quelque chose de compliqué. Patricia a posé un seul document sur la table. Elle a expliqué de la voix claire et égale d'une femme qui a déjà fait cela que la propriété du 4417 avenue de Gramont avait été transférée dans la fiducie familiale Dubois le 8 mars 2024, avec Marguerite Hélène Dubois comme unique fiduciaire. Elle a expliqué que les termes de la fiducie exigeaient sa contre-signature sur tout document de vente soumis à l'étude notariale au plus tard 72 heures avant la signature finale. Elle a noté qu'aucune lettre de ce type n'avait été soumise parce qu'aucune clôture de ce type n'avait été autorisée par la fiduciaire. Elle a placé le document de la fiducie à côté du premier document. Elle a placé la recherche de titre à côté de cela. Elle a placé un dernier document, la confirmation de dépôt du service de la publicité foncière, daté au centre de la table où tout le monde pouvait la voir. Maître Durand lisait. Son expression n'était pas celle d'un homme surpris, mais plutôt celle d'un homme qui vit l'horreur professionnelle spécifique de réaliser que ses vérifications d'usage avaient été inadéquates. Il n'avait pas fait de recherche de titre. Il avait cru Damien sur parole qu'il avait l'autorité de vendre. Il n'avait vérifié aucune affirmation. Il s'était assis en face de mon fils, avait accepté ses documents pour argent comptant et avait construit toute une transaction sur l'hypothèse qu'une veuve de 74 ans se conformerait simplement. Cette hypothèse venait de lui coûter considérablement plus qu'une matinée. Damien s'est levé. Resté, a-t-il commencé, puis s'est arrêté, puis a recommencé. Maman, qu'est-ce que tu as fait? J'ai protégé ma propriété, ai-je dit. Tu ne peux pas juste. Tu ne m'as rien dit. Sa voix avait complètement quitté le registre directif. Il ressemblait pour la première fois depuis des mois à lui-même, au garçon effrayé, qu'il avait été à l'occasion celui qui avait toujours détesté se faire prendre. Je me suis souvenu une fois, quand il avait 11 ans, avoir trouvé une vitre cassée dans le garage qu'il avait cachée derrière une bâche pendant 3 jours. Il avait eu le même regard à l'époque. Pas du remords exactement, mais le choc d'une personne qui découvre que le monde garde des archives. René a dit sèchement: Est-ce que cela peut être contesté? Maître Durand a dit avec la prudence d'un avocat qui commence à se distancer de son client:
La fiducie semble être correctement formée et déposée. Les termes sont exécutoires. Il doit y avoir quelque chose. Damien m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui auparavant. Pas de la colère exactement, du désespoir. Maman, on peut arranger ça. On peut en parler maintenant. Il voulait parler maintenant avec le chèque de banque sur la table, et les acheteurs qui s'agitaient sur leurs chaises, et l'avocat en face de lui qui lisait un document qui avait démantelé 2 semaines de célébration en environ 4 minutes. Maintenant, il voulait avoir une conversation. L'avocat des Martins s'est penché et a parlé doucement au couple. Les Martins se sont levés. Ils ont ramassé leur chèque de banque. La jeune femme, Madame Martin, m'a regardée avec une expression qui, je pense, était de la sympathie ou peut-être de la reconnaissance, et ils ont quitté la pièce sans un mot. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic doux et final. Maître Durand a commencé à rassembler ses documents avec les mouvements contrôlés d'un homme espérant sortir proprement d'une situation. Damien a regardé ses acheteurs partir et son avocat rassembler ses papiers et la célébration qui avait duré 2 semaines s'est entièrement dissoute comme quelque chose qui n'avait jamais été vraiment solide au départ. Damien, ai-je dit, et ma voix était parfaitement stable. La maison est à moi. Elle a toujours été à moi. Elle restera mienne aussi longtemps que je choisirai d'y vivre. Si tu as des questions sur ce qu'il adviendra d'elle après ma mort, je te suggère de consulter un avocat spécialisé en succession de manière indépendante. Pas celui-ci. Maître Durand n'a pas levé les yeux. J'ai ramassé mon dossier et mon sac à main. J'ai remercié Patricia et je suis sortie de cette salle de réunion. J'ai traversé le hall et je suis sortie dans la lumière du soleil de mars de Tours, où le ciel était très bleu et l'air sentait la fin de l'hiver. Je suis restée un moment sur le trottoir, juste à respirer. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment-là à quel point j'avais retenu mon souffle. Mes épaules se sont détendues. Le soleil était chaud sur mon visage. Quelque part dans la rue, un camion de livraison faisait sa tournée. 2 pigeons se disputaient sur un rebord de fenêtre, et la ville continuait son vendredi ordinaire, comme le font les villes indifférentes, et continuent. Et j'étais debout dedans, intacte. Le silence de Damien a duré 11 jours. Pendant ces 11 jours, j'ai nettoyé la maison de fond en comble, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que j'en avais besoin. J'ai lavé les fenêtres de la cuisine et les murs de la cuisine, et j'ai repeint la chambre du fond, qui en avait besoin depuis 2 ans. J'ai trouvé derrière la commode que j'ai déplacée pour atteindre la plinth un petit dessin que Damien avait fait quand il avait peut-être 7 ans, une maison avec une porte jaune et des personnages en bâton dans le jardin, et son nom écrit soigneusement dans le coin inférieur. Je l'ai tenu longtemps avant de le remettre. Pas sur le mur. Là où je l'avais trouvé derrière la commode, où il avait attendu 30 ans sans rien demander à personne. J'ai appelé le pépiniériste que j'utilisais depuis 20 ans et j'ai commandé 2 nouveaux plants pour l'allée d'entrée, car 2 des originaux avaient finalement rendu l'âme l'automne précédent. J'ai dîné avec une voisine, avec qui je devais dîner depuis 1 an. Le 12e jour, Damien a appelé. Pas la voix prudente, pas la voix directive, sa vraie voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. Il a dit qu'il voulait s'excuser. Il a dit qu'il s'était mal comporté. Il a dit qu'il était désolé. J'ai écouté ses excuses complètes. Je n'ai pas interrompu et je n'ai pas adouci les choses en lui disant que tout allait bien avant qu'il ait fini de le dire. Il avait besoin de tout dire. C'était une partie de ce qui rendait les excuses réelles. Puis j'ai dit: « Je crois que tu es désolé, Damien.
Et je crois que des choses sont devenues vraies ce printemps sur qui tu es et ce que tu es prêt à faire, et je ne peux pas l'ignorer. Il a commencé à dire quelque chose. J'ai dit, j'ai parlé avec Patricia. J'ai mis à jour mon plan de succession. La fiducie reste telle qu'elle. En fonction de tes choix à l'avenir, ta position en tant que bénéficiaire de tout ce que je laisserai pourra ou non changer avec le temps. Ce sera une fonction de ton comportement, pas de ma colère. Je ne suis pas en colère, mais je suis claire. Il y a eu un silence. Puis il a dit, tu vas à la Chênaie. Non, Damien, ai-je dit. Je vais rester dans ma maison, je vais planter de nouveaux rosiers et je vais vivre ma vie. Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, sa voix était différente, plus petite. D'accord, maman, a-t-il dit. Ce n'était pas la fin des conséquences. Bien sûr, le monde ne se résout pas proprement juste parce qu'une confrontation est terminée. Maître Durand a déposé une plainte formelle contre lui-même avant que quiconque ait l'occasion de le faire une sorte de contrôle préventif des dommages et a refusé de facturer Damien pour l'ensemble de la mission. La Chambre des agents immobiliers a reçu une brève demande de renseignements sur la représentation de Damien en tant que représentant de la succession auprès des deux agences qui avaient fourni des analyses de marché. Patricia a passé cet appel. Elle l'a fait sans drame et sans excuse comme elle faisait tout. La demande a été notée. Rien de criminel n'a été trouvé, car rien de tout à fait criminel n'avait été fait. Mais la notation existait, et comme c'est souvent le cas, ce n'était pas rien. Ces dossiers ont une façon de refaire surface à des moments inopportuns, m'a dit Patricia, et je l'ai cru. Les Martins ont trouvé une autre propriété 2 mois plus tard. Un 4 pièces dans le nord de la ville. Mieux adapté pour eux que ma maison ne l'aurait été, a dit leur propre avocat à Patricia en passant. J'étais sincèrement contente. Ils étaient entrés dans mon histoire sans aucune faute de leur part, portant un chèque de banque et un espoir raisonnable, et ils méritaient leur propre fin heureuse. J'ai modifié la fiducie. Patricia a rédigé des documents révisés qui clarifiaient la distribution de la succession avec plus de spécificité qu'auparavant. La Fondation communautaire de Touraine est de rester bénéficiaire. Il y en a eu d'autres que j'ai ajoutées. Le fonds d'études pour la petite fille de Barbara. Une petite bourse au lycée où Henri avait autrefois entraîné l'équipe de baseball et une somme désignée pour l'association Droits des aînés qui m'avait aidé à comprendre mes droits quand j'en avais le plus besoin. Chaque ajout semblait délibéré. Chacun disait quelque chose sur qui j'étais et ce que j'avais valorisé, ce qui est, je pense, le véritable but d'un plan de succession, pas une punition. Un portrait. Damien n'a pas été entièrement retiré, mais sa part a été matériellement réduite, et la fiducie spécifiait les conditions dans lesquelles elle pouvait être accessible. Il pourrait lire ces conditions le moment venu, ou il pourrait commencer maintenant à vivre d'une manière qui les changerait. C'était l'offre que j'ai laissée sur la table. Pas le pardon, pas encore, peut-être jamais complètement, mais la possibilité d'un avenir différent, gagné par des choix différents. C'était le plus qu'une mère pouvait faire. C'était aussi, je pense, la conséquence appropriée, non pas la punition pour la punition, mais le résultat logique de ce qu'il avait choisi et une porte qui restait entr'ouverte. J'ai gardé le plat à gratin. Je l'ai lavé et mis sur l'étagère. Quoique René y ait mis, et j'avoue, j'avais jeté le gratin sans le manger, ce qui semblait à la fois mesquin et entièrement justifié. Le plat était de bonne taille, et il n'y avait aucune raison de le gaspiller.
Je l'ai utilisé le mois suivant pour apporter de la soupe à Dorothée de mon cours d'aquarelle qui avait attrapé un rhume. Elle a dit que c'était la meilleure soupe au poulet qu'elle ait mangée depuis des années. Je ne lui ai pas parlé de la provenance du plat. Certaines histoires sont mieux laissées sans commentaire. En juillet, les nouveaux rosiers avaient pris racine. Ils n'étaient pas aussi touffus que ceux qui avaient finalement rendu l'âme. Ils auraient besoin d'une autre saison avant d'atteindre leur hauteur normale. Mais ils étaient en bonne santé et en fleurs roses sur les bords, la même variété que j'avais plantée l'été de la naissance de Damien. J'ai trouvé une certaine satisfaction dans cette continuité que je n'ai pas essayé d'analyser trop attentivement. Certaines choses parlent d'elles-mêmes. Je prenais mon café sur la terrasse les matins où il faisait assez frais pour cela, et je les regardais depuis ma chaise, et je pensais qu'Henri les aurait aimés. Il n'avait jamais prêté beaucoup d'attention aux rosiers en particulier, mais il avait toujours remarqué quand le devant de la maison avait l'air bien, et il l'avait toujours dit. Ma vie a retrouvé sa forme, ou plutôt une nouvelle forme, qui correspondait à la femme que j'étais devenue au cours de ces mois de printemps. J'avais le numéro de Patricia dans mon téléphone. J'avais Jacques de Droit des Aînés qui m'avait envoyé une carte après que tout se soit résolu. Une simple carte, sans fioriture, juste sa signature, et les mots «Bravo» que j'ai mises sur le réfrigérateur où je pouvais la voir. J'avais Barbara qui appelait le dimanche maintenant, au lieu d'attendre que je l'appelle. Un petit changement dans la mécanique de notre amitié qui signifiait plus pour moi que je ne pourrais facilement le dire. Je prenais un cours d'aquarelle au centre communautaire le mardi soir. J'avais toujours eu l'intention de le faire et j'avais toujours trouvé une raison de ne pas le faire. Je n'étais pas particulièrement douée, mais j'appréciais. Et la femme qui donnait le cours, une institutrice à la retraite nommée Dorothée, avait des opinions sur la couleur et la lumière que je trouvais vraiment intéressantes. Nous avons commencé à prendre un café avant le cours, puis à dîner après certaines semaines. Et puis sans que ni l'une ni l'autre ne le planifie, elle est devenue l'une des personnes que je considérais comme les miennes. J'ai voyagé, rien de spectaculaire. Un long week-end à Venise qu'Henri et moi avions toujours eu l'intention de voir et n'avions jamais fait. J'ai marché le long des canaux dans la chaleur de septembre. J'ai mangé des fruits de mer dans un restaurant avec des ventilateurs de plafond et je me suis assise au bord de l'eau. Un soir, regardant la lumière devenir dorée sur l'eau, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, qui était simplement d'être présente. Une semaine plus tard, j'ai rendu visite à Barbara en Arizona, où nous nous sommes assises sur sa terrasse le soir et avons parlé, comme nous l'avions toujours fait, de la manière qui ne nécessite aucun sujet particulier, parce que le but n'est pas le sujet. J'ai dormi 10 heures chaque nuit, où j'étais là de longues nuits sans rêve. Barbara a dit que j'avais l'air d'avoir 10 ans de moins. Je lui ai dit qu'elle n'était pas objective. Elle a dit que cela ne la rendait pas fausse. La vie qui s'était brusquement contractée dans les mois qui ont suivi la mort d'Henri s'est de nouveau étendue, non pas pour redevenir ce qu'elle avait été. Henri n'était pas là. Et je ne faisais pas semblant, mais vers une version d'elle-même que je créais, plutôt que d'hériter. Et qu'en est-il de Damien et René? Je vais vous le dire parce que cela fait partie de l'histoire et parce que je ne pense pas que la vérité serve qui que ce soit en étant omise. Damien et René avaient, pendant ces premiers mois de printemps, déjà dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas encore. René avait versé un acompte pour un appartement plus grand. Ils avaient prévu de s'installer dans ma maison, ce qui signifiait quitter leur bail actuel, ce qui signifiait perdre une caution.
La pression financière n'était pas, me dit-on, mince. Ils avaient également emprunté aux parents de René sur la base d'un actif attendu qui n'est pas arrivé. Les parents de René n'étaient pas contents. D'après ce qui m'est parvenu, et je veux être honnête que c'était de seconde main filtré par la géographie sociale d'une ville où 2 générations familiales ont vécu pendant des décennies, il y a eu des disputes importantes et prolongées au sujet du prêt. Le père de René, un homme pratique qui avait bâti sa propre entreprise à partir de rien et avait des opinions sur les vérifications d'usage, était particulièrement impitoyable. Le prêt a été rappelé. René et Damien ont réussi à le rembourser, mais le remboursement a nécessité des sacrifices qui se sont manifestés de manière plus modeste. Les vacances qu'ils n'ont pas prises, le contrat de location de la voiture qui n'a pas été renouvelé, l'abonnement à la salle de sport que René a annulé en juillet, pas déménagé, simplement annulé. La réputation professionnelle de Maître Durand avait souffert de la manière discrète dont les réputations professionnelles souffrent dans les domaines spécialisés où le bouche à oreille circule au sein de la communauté. Il avait commis une erreur de base dans ses vérifications, et cela s'était su parmi les personnes pour qui cela comptait. Il n'a pas perdu son cabinet, mais la qualité spécifique de sa clientèle a changé, comme c'est souvent le cas, vers les moins exigeants. Damien a perdu son aisance. C'est la façon la plus vraie que je puisse trouver pour le dire. La fluidité avec laquelle il s'était déplacé dans le monde, la certitude, l'impatience, qui vient du fait de croire qu'on obtiendra toujours ce qu'on veut, avait développé une faille. Je l'ai vu les 2 fois où nous avons parlé pendant l'été des conversations brèves et prudentes dans lesquelles il essayait de trouver la version de lui-même que je reconnaîtrais. Je ne lui ai pas rendu la tâche difficile, mais je ne lui ai pas non plus rendu la tâche facile. Les 2 choses peuvent être vraies. Il est venu en août seul. René n'est pas venu, ce qui m'en a dit long sur l'état des choses entre eux. Il s'est assis à la table de la cuisine, la table d'Henri ma table, et il n'a pas géré la conversation. Il a parlé, s'est arrêté et a recommencé comme le font les gens quand ils essaient, sincèrement. Il m'a dit qu'il pensait à son père. Il m'a dit qu'il pensait au choix qu'il avait fait et à ce qu'il disait de la personne qu'il était en train de devenir, sans s'en rendre compte. Cette dernière partie, je l'ai crue. Je pense qu'il y a des gens qui glissent progressivement dans la cupidité, comme d'autres glissent progressivement dans une mauvaise posture par incrément, sans s'en apercevoir, jusqu'à ce que quelqu'un leur tende un miroir. J'ai fait du café et je me suis assise en face de lui et j'ai écouté comme le fait une mère quand elle n'a pas cessé d'aimer son enfant, mais a aussi cessé de croire que l'amour exige l'abandon d'elle-même. Nous avons parlé pendant 2 heures. Rien n'a été résolu et tout a été reconnu, ce qui est parfois la meilleure version de résolution disponible. Il n'a pas posé de questions sur la fiducie. Je pense qu'il comprenait maintenant que certaines choses ne peuvent pas être négociées et ne devraient pas l'être. La fiducie dirait ce qu'elle disait. Ses choix à l'avenir diraient ce qu'ils disaient. La distance entre ces 2 choses était l'espace dans lequel quelque chose de mieux pourrait éventuellement grandir s'il choisissait de le cultiver. Quand il est parti, je suis restée à la porte et je l'ai regardé s'en aller. Et j'ai pensé à Henri et à 41 ans et au rosier qui était revenu. La maison était jaune à l'intérieur, calme et mienne. Voilà donc l'histoire du printemps où j'ai failli perdre ma maison et où je ne l'ai pas perdue. Voici ce que je sais maintenant que je savais avant, mais plus profondément, l'amour n'est pas une dette due,
et le silence n'est pas un consentement. Une femme qui ne parle pas n'est pas une femme qui est d'accord. Elle peut simplement être une femme qui réfléchit. Si quelqu'un dans votre vie a déjà pris votre patience pour une reddition, j'espère que vous vous en souviendrez. La patience peut être une préparation déguisée. Qu'auriez-vous fait? Vous seriez-vous battu ou auriez-vous trouvé un moyen plus discret? J'aimerais vraiment savoir. Laissez vos pensées ci-dessous, vos histoires comptent, et certains d'entre vous, je le soupçonne, connaissent cette blessure particulière mieux que vous ne le souhaiteriez. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, restez avec moi. Il y en a d'autres. Et merci vraiment de m'avoir écouté.